Bonsoir, mesdames et messieurs, que je suis enchanté de vous retrouver une fois de plus au compte de cette émission. Les gens qui bougent, l'émission qui s'évertue à vous faire bouger en invitant pour vous sur ce plateau des entrepreneurs, mais toutes ces personnes qui se bougent, qui se grouillent pour sortir le pays de l'ornière, mais pour pouvoir aussi vous montrer le chemin telle une boussole. Merci de rejoindre guinécette.com. Merci de nous préférer comme vous le faites chaque jour. Aujourd'hui, cette émission encore reçoit pour vous, comme on peut le dire, un visionnaire. Il représente la Guinée dignement hors de nos frontières, mais aussi sur le plan international. Lui, il est moitié Shaolin, moitié militaire. Il va s'en souvenir, bien sûr. Il a dit lors de l'une de ses sorties, je veux tout simplement vous dire son nom à l'état civil. Vous allez le découvrir très bientôt. À l'écran, il s'appelle Alpha Oumar Baldé. Vous allez découvrir son parcours. Si vous l'avez aimé sur scène, c'est le moment de découvrir d'où est-ce que ce talent vient. Il est là, c'est le moment de le saluer. Bonsoir, Bapa Oumar. Bonsoir, Laurie. Et voilà, je l'ai dit. Je ne voulais pas dire Bapa Oumar, je voulais qu'il découvre cela. Mais voilà, je l'ai dit, je n'ai pas pu m'en empêcher. Ouais. Voilà, merci d'être avec nous sur ce plateau ce soir. Ce plateau s'appelle bien sûr Ben Daouda. Merci d'être avec nous. Merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité. Voilà, aujourd'hui, alors on va se vertuer à faire découvrir à tous ces internautes ton parcours, mais aussi ce que tu es en train de faire en ce moment. Et à venir très bientôt, Héritage, tu vas nous parler de tout cela de long en large. Mais avant, ici, on a un exercice auquel nous soumettons tous nos invités. C'est de savoir d'où est-ce qu'ils viennent sur un plan académique, bien sûr, c'est-à-dire où est-ce qu'ils ont fait leur école. C'est en Guinée ou bien c'est ailleurs? Mais c'est ici, j'ai fait mon cursus ici. Je suis né à Tougué. Donc, bien évidemment, j'ai commencé l'école primaire à Tougué. J'ai les 3 premières années. Après ça, ma famille a déménagé pour venir s'installer à Conakry. Et à partir de là, j'ai terminé le cursus scolaire, en tout cas de l'école primaire, à l'école primaire Sangoya Cité. C'est dans la cité de Sangoya. Après ça, j'ai fait le collège au collège Sangoya, Afrikoff, le lycée Yimbaya. Ça s'appelle, comment maintenant actuellement, je ne sais plus. Yaguine et Fodé. Yaguine et Fodé, je crois, je ne sais plus. Non, Léopold Sédar Senghor. Léopold Sédar Senghor, exact. Donc ça s'appelait lycée Yimbaya. C'était en 2006 et 2007. J'ai fait la 11e et la 12e. Et la terminale, j'ai fait à l'école privée Mouktar Diallo. C'est à Sangoya aussi. Donc pratiquement... clairement, j'ai fait tout mon parcours ici en Guinée et l'université, je l'ai fait je l'ai faite. Ça fait longtemps que nous n'étudions pas. En tout cas, j'ai fait l'université. Je vais revenir pour ne pas qu'il y ait de doute. J'ai fait l'université à l'ISIC. D'accord, à l'ISIC. Voilà. En journalisme. Oui, en journalisme. En journalisme, j'ai opté pour le journalisme. J'ai fait les 2 premières années en tronc commun et à partir de la 2e année, je me suis spécialisé presse écrite. Donc c'est vraiment une histoire improbable du début à la fin. Une histoire improbable qui va dans le ouais, du début à la fin. Et voilà, c'était pas une ligne droite comme on peut le dire. Ici, c'est pour vous dire encore une fois de plus qu'on peut étudier en Guinée et réussir. Aujourd'hui, c'est une fierté nationale. Bapa Oumar est sur ce plateau. Il vient de parler de son cursus scolaire. On va continuer. Alors, Bapa, tu fais journalisme. Aujourd'hui, on te voit humoriste. Comment est-ce que cela s'est passé? Ben, moi, je le disais récemment, pour moi, le micro, c'est le même. Quand on l'utilise, on a la même mission. On fait entendre sa voix. C'est vrai qu'avec le journalisme, plus tu as des limites, tu dois transmettre des messages, mais pas forcément personnels, parce que tu dois suivre une ligne directive, il y a beaucoup de contraintes, mais dans tous les cas, les gens sont accrochés à ton oreille pour s'informer, pour connaître, pour comprendre. Et quand tu es humoriste, c'est pareil. C'est certainement le moyen qui change, mais c'est pratiquement la même forme. Les gens sont là pour rire, mais tu peux aussi faire en sorte qu'ils soient informés ou qu'ils apprennent le minimum, certainement de toi, de ce que tu connais et certainement de la vie, sans avoir la prétention d'enseigner, mais c'est un partage.
Et tant que tu as la possibilité de te faire entendre, moi, je me dis que c'est pratiquement le même métier. Et pour ceux qui me connaissent, à Espace, j'étais plus dans un journalisme pas vraiment traditionnel où je faisais des émissions qui étaient aussi très drôles. Et donc, pour moi, c'était une suite logique. C'était une suite logique de journalisme à l'humour. Mais cette question me taraude l'esprit depuis un certain moment. Entre le journalisme et l'humour, lequel était le rêve? C'est-à-dire, à l'enfance, est-ce que papa Omar avait un rêve? C'est-à-dire, je voulais être journaliste ou bien je voulais être humoriste? Ou bien ces deux sont venus plus tard? Ouais, ni l'un ni l'autre. Tout est arrivé. Et c'est la somme de toutes les expériences que j'ai dû avoir dans la vie. Le rêve, certainement comme tout jeune qui a grandi dans les bas quartiers, le rêve, c'était le football. Moi, ce que je voulais. Et je ne dirais pas que c'était un manque d'ambition, mais c'est ça aussi, quoi. C'est un amour d'enfant qui a grandi et j'ai arrêté d'être enfant à partir d'un certain âge. Mais ce rêve restait, il persistait. Mais à un moment, tu comprends facilement qu'il serait bien de prendre la bonne décision. Tu vois. Et malgré cette passion que j'avais pour le football, j'avais la présence d'esprit de continuer l'école. Parce que voilà, c'est cette mission que mes parents m'ont assignée. Ils m'ont dit, va à l'école. Je sais pas, au début, je ne savais pas pourquoi. Mais je le fais parce que mes parents me demandent de le faire et j'ai confiance en mes parents. Et au fur et à mesure, j'ai compris que c'était une voie de sortie pour moi dans la vie. Et que voilà quoi, c'est la voie du prestige, aller à l'école et être performant à l'école. Et je l'étais. À l'école, je n'étais pas du tout un élève moyen. Je faisais toujours en sorte d'être bien classé parce que c'est ce que je pouvais apporter pour prouver que voilà quoi, je ne parle pas que pour m'amuser parce que je m'amusais aussi beaucoup. Mes amis de classe le savent. Et donc, après avoir arrêté ce rêve, c'était facile pour moi de continuer sur l'autre chemin parce que ça tournait toujours autour de la même chose. Quand j'étais au quartier, je faisais les commentaires des matchs de football. Je faisais les commentaires de matchs de football. Donc, partout, il y avait le micro. Ça, depuis le collège, on m'appelait, que ce soit les célébrations d'anniversaire, les vins d'honneur, les shows de la rue, les matchs de gala, les tournois de foot. Partout, il fallait parler dans le micro. Dans le quartier, la référence, c'était moi, tu vois. Et quand je suis arrivé au lycée, il y a un gars que j'ai rencontré, il me dit, toi, il faut que tu ailles à l'ISIC. Après le bac, va à l'ISIC, tu as ta place. C'est comme ça même que j'ai découvert l'existence de l'ISIC. Sinon, je me disais, pourquoi pas faire le droit ou la sociologie. Tu vois, ça, c'est dans le tas, c'est comme ça, on te dit. Parce que je ne me suis pas préparé forcément à aller vers un domaine, un métier voilà quoi, un domaine quelconque à l'université, parce que je me voyais déjà footballeur. Donc, à partir de là, je me suis dit, pourquoi pas, si lui le dit, certainement j'ai fait confiance aux gens. J'ai beaucoup fait confiance aux gens, je ne regrette rien. Je suis allé à l'ISIC, je me suis découvert beaucoup de passion, beaucoup de liberté. Et après ça, j'ai pratiqué le journalisme dans un média qui avait un auditoire extraordinaire et qui m'a donné la possibilité de m'épanouir. Et c'est la somme de tout ça. C'est la somme de tout ça, plus maintenant peut-être les aptitudes que j'avais à interpréter les faits de la vie sous un autre regard qui font que je suis là aujourd'hui. Justement, et quand même, quand on regardait un peu ce que Bapa Omar faisait en tant que journaliste, c'était un peu de l'humour mélangé à du sérieux, une interpellation à la société, mais aussi il y a quelque part le déclic. D'où est-ce que c'est venu? Est-ce qu'un jour tu t'es assis, tu t'es dit, bon, voilà, j'arrête toujours le journalisme, je vais directement vers l'humour, même si on sait que c'est des parents qui sont assez proches, mais il faut forcément quelque chose qui nous dit, tiens, quitte ici et va de l'autre côté. Peut-être c'est ça le déclic, mais j'ai eu une période de difficulté. J'ai été malade en 2019, durant toute l'année, de fin 2018 jusqu'à fin 2019. J'étais malade, donc immobilisé, j'étais à la maison. Et pendant cette période, vu que je faisais beaucoup de blagues sur Internet et que j'avais beaucoup de temps pour moi, je n'allais pas au travail. Donc, tout ce que j'écrivais, je faisais en sorte de le garder. Il y a eu tellement. Après, à un moment, je me dis, puisque j'ai le temps, et qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont attiré l'attention, comme je te l'ai dit tout à l'heure, moi, j'ai beaucoup fait confiance aux gens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont attiré l'attention là-dessus. Ils m'ont dit, écoute, c'est que tu publies là. Mais si tu fais ça sur scène, c'est intéressant. Essaye.
essaye. Il a vu que j'étais là, je dis, OK, vu que j'ai du temps, je vais encore continuer à écrire davantage et essayer de le présenter sur scène. C'est comme ça que j'ai commencé. Et quand j'ai commencé, ça a plu aux gens. Ça a plu et j'ai continué. Donc, je n'ai pas décidé du jour au lendemain d'arrêter. Ça s'est imposé parce que je continuais ça, mais je faisais encore le journalisme. J'ai commencé la carrière, je suis allé jusqu'à Montreux et tout. Donc, quand j'ai fait le concours, mon premier Montreux, j'étais encore journaliste. Donc, je faisais les deux. Mais à un moment, j'ai compris que mon emploi du temps ne pouvait plus permettre que je parte en studio. Toi, tu sais, il faut beaucoup de concentration. Il faut, pour préparer une émission, parfois, tu as toute une semaine, que ce soit contacter les invités, préparer les questionnaires, tout ça. Donc, ça allait beaucoup m'épuiser. Alors, je me suis dit de me concentrer là sur ça, puisque ici, individuellement, j'ai beaucoup plus de possibilités de m'exprimer. D'accord, alors beaucoup plus de possibilités, une manière de vous dire de faire confiance à vos proches qui vous donnent des conseils, puisque cela peut forcément servir. Les débuts, c'était comment dans l'humour? Dans l'humour, les débuts étaient très beaux. Justement, moi, je n'ai pas cette histoire à raconter pour dire que non, le petit, les débuts ont été difficiles. Moi, c'est les débuts qui m'ont mené là. Les débuts ont été parfaits. Je crois en ma bonne étoile. Je suis arrivé au bon moment, certainement. Parce que je te disais que j'étais malade, mais la première fois que j'ai fait la scène, j'avais les sutures encore, j'étais opéré. J'étais malade. Mais j'étais tellement dépressif à la maison que je trouvais un exutoire. Il fallait que je parte quelque part, parler à des inconnus, me détacher de la douleur du quotidien. Donc, je suis allé, quand j'ai fini de jouer, le retour était extraordinaire. Au-delà de moi-même, mes attentes, moi, je voulais juste participer, tu vois. Et les gens ont dit, mais tu fais ça aussi? Tu vois ce que les gens disaient, mais on ne savait pas. Tu vois, après, pour eux, je le faisais depuis longtemps. Parce que pour eux, c'était vraiment quelque chose, ce n'était pas un coup d'essai. Et à partir de là, j'ai continué. Et ça, c'était courant 2019. Et après, on a fait Canal Comedy Club. Et en 2021, je suis invité au Cameroun. C'est là que je fais un premier spectacle d'1 heure dans un pays étranger que je n'ai jamais testé au pays. Aucune des blagues, même une seule blague de tout le spectacle. Je le joue. Là aussi, on trouve que c'est extraordinaire. Les humoristes professionnels que je voyais à la télé venaient me demander conseil. Je dis là, il y a un souci. Tu vois? Et après ça, il y a eu le concours, mon premier Montreux, la même année auquel j'ai postulé, que j'ai gagné. Après, ça te positionne d'une manière, je me dis, OK, là, je suis en train de monter. Donc, il va falloir que je me concentre. C'est justement pour ça que j'ai pris la décision de me concentrer que sur ça. Parce que ce que je fais, plus je le fais, plus je trouve que c'est intéressant, plus je ne dois pas trahir ça. Il faut que je donne tout ce que j'ai pour que, même si celui qui vient sur scène, même si ça ne répond pas à ses attentes, mais qui comprenne que j'ai tout donné. Ouais. Tu vois? OK. Forcément, tout donné, on le rappelle, tu es lauréat du concours Mon Premier Montreux. C'était en 2022. Toute la Guinée était fière de cela. J'ai fait voter tout le monde. Voilà, toute la Guinée, on était là, on était tous contents. Et aussi, mais après, il y a ce naturel de faire des sketchs, de sortir des histoires et tout ça. Et j'ai deux questions. C'est une question à deux facettes. La première, comment est-ce que tu prépares tout cela? Est-ce que l'inspiration vient naturellement? Comment tout ça se prépare derrière? Ça, c'est la première des questions. Mais aussi, est-ce que les faits qui sont les récits qui sont racontés dans tes prises de parole, lors de tes prestations, est-ce que c'est quelque part autobiographique? Est-ce que tu les as vécues? Oui, moi je dirais que les deux questions se rejoignent. Et voilà pourquoi beaucoup se reconnaissent dans ce que je fais et beaucoup acceptent ce que je fais et d'autres me reconnaissent moi-même. C'est dans les trois sens parce que je ne fais pas du récit urbain. Je ne fais pas de récit tout court, tout comme je ne fais pas de fiction. Tu vois, il y a beaucoup de gens qui font du storytelling, mais après, ils sont très inventifs. Ils inventent des univers, ils inventent des actions, ils inventent des rencontres, des personnages.
Tu vois, c'est très beau. Souvent, dans l'univers du conte, c'est ça. On invente des personnages, on invente une histoire. Après, ça retient l'attention. Il y en a qui le font dans l'humour. Ils racontent des histoires de fiction. Après, c'est drôle. Mais tout ce que moi, je raconte, c'est soit du vécu ou de l'observer. Tu vois, ce que je vis moi-même, je le partage, ou ce que j'ai observé, ce qui peut être forcément intéressant ou qui peut attirer l'attention des gens, ou qui a déjà attiré l'attention des gens. Si par exemple on prend la situation des mendiants sur l'artère ici, tout le monde les rencontre. Ils sont nombreux. Souvent, on passe dessus comme ça, sans savoir. On se dit, bon, ça fait partie du décor. Mais à un moment, ça interpelle d'où ils viennent. Pourquoi sont-ils aussi nombreux tout le temps? Donc, si tu en parles sur scène, les gens vont rire. Mais après, ça attire l'attention, tu vois. C'est des faits de là. Ce n'est pas des inventions. Donc, l'inspiration, elle arrive, mais elle est provoquée par moments. Il faut le reconnaître parce qu'il faut réfléchir dans ce sens. Et elle ne vient pas te dire, parle de telle thématique. C'est toi qui vois telle thématique, après tu dis, et si j'en parlais? Et maintenant, à partir du moment que tu dis, et si j'en parlais, tu te conditionnes à trouver une façon de raconter ça. Et maintenant, dans cette préparation que tu te fais mentalement à accepter toute idée qui parlerait de ça sans pour autant offenser ou être, je ne sais pas, avoir un air de supériorité ou d'impolitesse. Donc, c'est là, comme ça que ça tourne en boucle. Beaucoup d'idées viennent, tu en rejettes beaucoup, tu gardes beaucoup et finalement, tu as une ligne. C'est comme ça. Donc, c'est pratiquement c'est du vécu ou de quelque chose que j'ai observé. Alors, je crois que c'est une manière de dire que tu t'inspires en fait des faits de société pour pouvoir amener à la réflexion, c'est cela? Oui, c'est toujours comme ça. Et c'est, pour répondre encore à l'autre question, c'est autobiographique. Je me mets toujours au centre de mes récits. Je ne parle pas des autres, mais je parle de mon rapport avec les autres. Tu vois, si je veux parler des journalistes, je ne dis pas à vous les journalistes. Je dis moi quand j'étais journaliste. Tu vois, c'est mon rapport avec le journalisme que moi je raconte. Et dans ce sens, dans ce sens, le journaliste se reconnaît ou quelqu'un qui connaît le métier de journalisme se reconnaît. Et si je veux parler d'électricité, je ne parle pas de la société qui donne l'électricité, je parle de moi, ma consommation, de mes factures. C'est un peu ça. Pour la plupart des cas, c'est de l'autodérision et très souvent de l'autobiographie. De l'autodérision, mais aussi de l'autobiographie. Ce soir, nous l'avons sur notre plateau, Alpha Omar Baldé, au nom de scène, Bapa Omar, justement. Très chers internautes, nous allons vous laisser regarder ce qu'il fait sur le net. Il a dit, je viens de Guinée-Conakry. Qui sait où c'est? Donc en gros, toute la salle a 0 en géographie. Et toi, comment tu fais pour connaître la Guinée? Comment tu as fait? Ah, c'est bon, je comprends. La seule explication, c'est que c'est toi, Dora l'exploratrice. Ouais, c'est toi. T'as pris un coup de vieux, t'as changé de coupe de cheveux, mais c'est toi. C'est la seule explication. Ça va, Dora? Ça va, vous tous? Yeah, tranquille, je vais bien moi aussi. J'ai un ami qui s'inquiète beaucoup pour moi. Beaucoup trop d'ailleurs. Il me dit tout le temps, papa, s'il y a un seul qui touche à un seul de tes cheveux, je le tue. Je n'aime pas cette vanne. Vous l'avez regardé sans doute, vous avez beaucoup aimé, vous allez découvrir son parcours. Ce soir, vous êtes d'ailleurs en train de le faire. L'une de ses devises, c'est « Qui rit, guérit forcément ». Et bientôt, il aura son spectacle « Héritage ». Bapa Omar, on se rappelle qu'il y avait Le Voyage, c'était en 2021. Il y a Saturé qui est venu en 2024, L'étranger en 2023 et maintenant Héritage. Ces thèmes, ça va interpeller. Pourquoi ces différents thèmes? Jusqu'à arriver aujourd'hui à Héritage, on voit Saturé, Le Voyage, L'étranger et Héritage. Tu vois, par exemple, à travers le titre de certains, tu comprends, j'aime bien parler du parcours, peu importe. C'est pour ça qu'on est là. On parle de mon parcours, de ma carrière. C'est ça l'essence de la vie, c'est un parcours, c'est un début, une fin. C'est ça. Et Le Voyage, c'est le premier spectacle que j'ai écrit et qui parlait de ma première fois au Cameroun. Et
après ça, il y a eu l'étranger qui parlait de la somme de mes expériences passées en Suisse, en France, au Congo, en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Donc partout où je suis allé, et le regard, c'est, tu vois, ce concept d'étranger où il faut montrer tes papiers, où il faut te justifier et tout, comment on a réussi à classifier cette idée, selon quoi si tu ne fais pas partie de cette couleur de peau, de cette langue, tu ne fais pas partie de ce peuple alors qu'on est tous humains et que nous tous sommes étrangers sur Terre. Donc ça m'a tellement tiqué que je me suis dit pourquoi je n'en parlerai pas. Et à cela, et à saturer. Saturer, c'est tout ce qui bloquait dans ma tête pendant que je voulais écrire Héritage. Donc c'était saturé dans ma tête. Il y avait trop d'idées. Pendant que je voulais écrire Héritage, il y a les embouteillages qui m'énervaient, il y a l'insalubrité, il y a tellement de faits de société qui m'énervaient que je me suis dit, bon, il faut que je ne vais pas rejeter. Je mets tout ça en spectacle. Et c'est ça que j'ai raconté dans ce spectacle-là pour me permettre de me libérer afin de terminer l'écriture de Héritage qui est, voilà quoi, aussi qui vient compléter la trilogie sur le thème du voyage, entre le voyage, l'étranger et Héritage. C'est le parcours, c'est le cycle de vie. D'accord, alors Héritage, le spectacle est prévu le 15 février au Palais du Peuple. À quoi peuvent s'attendre ceux qui veulent voir Baba Oumar? Mais à rire. C'est pas qu'à un moment je vais distribuer l'argent, c'est pas possible. C'est à rire et je l'espère. En tout cas, moi je me prépare pour. C'est ça que je veux partager ce rire. C'est très difficile de nos jours parce que tous les métiers de scène attirent trop l'attention. Les métiers de scène, il y a les projecteurs, tu dois prendre soin de ton image, tu apparais à la télé, tu apparais sur les réseaux. Donc, il y a trop une question de profit, même si ce n'est pas toi ton intention, mais il y a un profit direct. Le profit, c'est que si tu gagnes du terrain, tu deviens une célébrité. Sinon, avant, on a tellement de gens qui ont fait ce métier et qui n'ont pas été forcément les plus célèbres du pays ou dans le monde. On le fait de façon avec une bonne intention. L'intention, c'est de partager le rire. Parce que celui qui partage le rire, c'est déjà celui qui connaît la douleur. C'est celui qui connaît les peines. C'est celui qui connaît le chagrin. Comme tu connais le chagrin et que quand toi, tu étais dans cette situation, tu avais besoin de quoi? Tu te poses cette question, après tu dis, OK, moi, je vais proposer ça. Je vais être là pour anticiper. Pas guérir forcément les gens, mais au moins les faire oublier un temps. Parce que savoir faire rire, c'est savoir souffrir. Et donc, c'est un peu ça. C'est partager et communier avec les gens. Et c'est prévu, quand même, c'est un spectacle one-man show. Ça oui, sera c'est un one-man show. Ça sera du côté du Palais, le 15 oui, février du Palais du Peuple. 2025. C'est justement ça, le tout de gros défi. Ce qui fait que je maigris. Sinon, ça va. Et pourtant, quand on voit Baba Oumar, on se dit que c'est un boss. Oui, justement. Il brille. Justement, parce qu'il faut soigner ton image. À partir de là, je l'ai écouté dans ton intro, ça m'a beaucoup marqué. C'est comme ça que beaucoup de gens me voient. Je ne dirais pas tout le monde, mais beaucoup de gens me voient comme ça, comme étant une référence, quelqu'un qui représente la Guinée. Donc, quand je prends un billet d'avion tout de suite pour aller dans un autre pays, les gens ne diront pas qu'il est allé pour les vacances, il est allé s'amuser. Ils diront qu'il est allé représenter le pays. C'est une lourde responsabilité. Et si j'ai cette responsabilité, il faut que je fasse en sorte que le pays brille à travers moi. Et il faut que moi, je dépense énormément pour bien paraître. Parce que sinon, après, je ne peux pas représenter le pays en haillons. Ça va être disgracieux. Et les gens peuvent me détester pour ça. Tu vois, inconsciemment, il y a des gens qui peuvent te détester pour ça. Ils ne savent pas forcément faire le lien. Mais dans leur tête, tu représentes ça. Ils se disent, si tu pars avec l'image et le nom du pays, il faut qu'il soit présentable le minimum. Donc toi, tu dois faire l'effort d'être présentable. Tu sais, les bazins, les costumes, tu achètes ça une fois. Tu peux acheter ça une fois pour 2 ans. Si tu as 3 bazins, 3 costumes, tu es tout le temps bien sapé. Mais la nourriture, c'est tous les jours, bro. Oui, ouais. La nourriture, c'est tous les jours. On ne regarde pas dans le ventre du beau gosse. Tu peux bien paraître tout ça là, tu es sapé, tu brilles, mais est-ce que tu as mangé? Est-ce que tu manges 3 fois par jour? Ça, c'est des questions que les gens ne se posent pas. Parce qu'ils relient tout à ton apparence, alors que ce n'est pas ça. Le métier qu'on fait n'est pas payé.
l'humour n'a pas son salaire, il n'a pas de salaire du tout. Et nous, on le fait. C'est vrai que ça t'aide à survivre, bien sûr, mais ce n'est pas les cachets des autres artistes, tout comme ce n'est pas le salaire de certains travailleurs. Donc, il faut comprendre qu'au-delà de tout ça, que le peu qu'on gagne aussi, en tout cas moi, je l'investis aussi dans cette apparence-là. Donc, c'est très compliqué, mais malgré ça, tu vois, la mission, c'est quoi? C'est d'aller faire rire des gens. Justement. Et supporter parfois des jugements. Mais c'est ça, personne ne m'a poussé. C'est moi qui ai choisi ça, donc il faut assumer. Justement, aller faire rire les gens sur de grandes scènes montre quand même c'est une grande scène, hein, ça se passe hors de l'Afrique. Et comment est-ce que Baba Oumar appréhende cette scène? Est-ce qu'il y a le trac avant de passer à l'acte? Comment est-ce que ça se passe? Il y a toujours le trac. Moi, j'ai toujours le trac. Parce que, comme je te le dis, moi, la célébrité, pour moi, c'est comme, je sais pas, c'est comme l'avion, c'est comme tout objet qui peut s'envoler. Tu vois, plus tu prends de l'ampleur, plus tu es léger, plus tu risques de t'écraser fort. Plus tu montes, plus la chute risque de faire mal. Tu vois, quand on tombe de 2 mètres, c'est mieux que de tomber de 10 mètres ou de 200 mètres. Tu vois. Et plus tu es connu, plus ton échec va retentir. Donc, à chaque fois que tu viens sur scène, tu appréhendes tout ça. Tu te dis qu'il y a des gens qui me connaissent déjà, qui savent que je suis capable de donner ça. Donc, eux, ils attendent ça. Ils ont forcément parlé à des gens. Tu vois, c'est leur parole qui est engagée là. Ils ont dit, je dis, viens. Ah, non, non, viens, il est bon, je te garantis. Donc, à partir de là, tu dois assurer pour que cette personne-là n'ait pas à baisser la tête au chemin du retour, pour que tu m'as agacé tout le long à cause de ça, tu vois. Donc, il y a le trac, cette envie de bien faire, mais cette envie de respecter les gens qui prennent le temps de se déplacer pour venir te voir. Il y a le trac à cause de ça. Mais sinon, à part ça, dès que tu montes sur scène, tu prends plaisir. Le trac, il peut durer 3 mois. Dans tout le temps de préparation, tu traques. Tu as peur, mais dès que tu montes sur scène, tu es libéré. Parce qu'à partir de là, tu as stressé pour ça. Là, tu ne stresses plus, tu t'amuses. À partir de là, tu es libéré jusqu'à la fin. Baba Oumar, c'est celui qui représente la Guinée hors des frontières, à l'international également. Mais Baba Oumar aussi, c'est le grand frère de tous ceux qui veulent intégrer ce monde de l'humour. Alors, quelques conseils pour des jeunes qui sont aujourd'hui humoristes en herbe, mais aussi ceux qui projettent d'être humoristes. Tes conseils, je pense que l'humour, c'est un métier, comme tout métier. C'est comme le journalisme, c'est comme, je sais pas, la soudure, ou peu importe. C'est le sérieux et le travail. C'est comme tout métier. C'est l'humoriste qui est drôle. L'humour n'est pas drôle, c'est un métier. C'est l'humoriste qui sait être drôle. Et tu ne sais être drôle que si tu travailles. Parce que c'est là que beaucoup se trompent. Il y a des gens qui sont extrêmement drôles au naturel. Extrêmement drôles. Tu passes une journée avec eux, tu meurs de rire. Ils sont drôles au naturel. Et souvent, on dit à ces gens, mais lui, c'est un bon humoriste. Ou eux-mêmes, ils disent, OK, je veux être humoriste. Alors que tout le monde n'a pas la capacité de faire de l'humour à la commande. C'est-à-dire qu'on t'invite, on dit, on a une activité sous le thème de l'agriculture, on aimerait que tu viennes nous faire rire. Ou que tu es là, il y a les cadres de l'administration, il faut que tu les fasses rire. Et ça ne sera pas adapté que tu viennes avec n'importe quelle thématique. Quand il y a le président, ou quand il y a le premier ministre, ou quand il y a les pêcheurs, tu vois, il faut que tu fasses en sorte que tu dises quelque chose qui les intéresse, que tu rentres dans leur univers. Donc pour ça, il faut prendre le temps de beaucoup lire, en tout cas de beaucoup s'informer, parce qu'il faut avoir beaucoup de culture pour pouvoir s'adapter, pouvoir communiquer avec les gens par rapport au sujet qui les intéresse. Le premier facteur. Et l'autre facteur, c'est que si donc, comme je le disais, c'est le travail qui fait que tu es préparé à aller faire de l'humour à la commande, que tu peux prendre une salle, mettre une date, mettre le nom d'un spectacle, venir faire rire les gens dans ces thématiques-là. Et sans ça, tu es juste celui qui est drôle, tu viens faire les mêmes choses et tu répares. Et ça ne va pas être évident tout le temps parce que tu peux faire face à des gens
qui n'ont pas le rire facile. Et il faut dire quelque chose qui les intéresse. Et pour attirer leur attention, ce n'est pas forcément ce que toi, tu veux leur dire. Tu dis ce qui les intéresse. Et pour ça, il faut beaucoup de travail et beaucoup de sérieux. On le constate, si je prends le football, par exemple, les plus talentueux ne sont pas forcément ceux qui ont fait la plus grande carrière. Tu prends Neymar, tu prends Cristiano Ronaldo, ce n'est pas la même chose. J'ai beaucoup de respect pour tous ces joueurs. Neymar est venu, il a été pressenti comme étant la relève du football. Aujourd'hui, il est reparti au Brésil. C'est le sérieux qu'il y a derrière. Cristiano n'était pas à la flèche, il n'a pas été d'un coup la révélation du siècle. Il s'est imposé au fil des ans. C'est parce qu'il travaille, c'est parce qu'il est sérieux qu'il continue à encore faire ce qu'il fait. Parce qu'il a une routine de vie. En tout Donc, cas, c'est un peu ça le conseil. voilà, le conseil, c'est d'être sérieux et de continuer à travailler chaque jour que Dieu fait. Vous allez forcément être comme Baba Omar. Ou plus Que Baba Omar. En tout cas, il était avec nous ce soir et même les plus belles choses ont une fin. Baba, il ne nous reste plus qu'à te remercier d'être passé sur ce plateau. Merci à vous de m'avoir invité. Comme toujours, merci à tous vos téléspectateurs, tous les internautes qui vous suivent. Et félicitations pour cet effort aussi, parce qu'on le sait, c'est difficile de donner la chance aux gens de parler, surtout de parler des autres. Il faut avoir beaucoup de hauteur pour parler des autres. Merci. En tout cas, voilà, les gens qui bougent, c'est terminé pour ce numéro, mais l'émission va revenir avec de nouveaux parcours. En attendant, restez zen, restez déterminés et œuvrez à la beauté des choses.